Salut à tous et bienvenue sur TechNeo. Aujourd'hui, je vais reprendre un format que j'ai déjà fait par le passé, mais que j'ai envie d'essayer de nouveau de manière plus optimisée, le Tech News. J'ai parcouru un petit peu tous les articles de ma veille technologique pendant la semaine. J'ai conservé uniquement 20 articles, j'espère qu'ils vous plairont. Tout ça du coup dans le but d'éviter de vous reproduire des vidéos de montage de PC 3D comme la vidéo que j'avais faite avant Intel qui m'a valu 2 désabonnements et une audience pas terrible. Donc j'ai très bien compris que ça plaisait pas, en tout cas au plus grand nombre, pardon. Je m'oriente plutôt sur de la tech news. Je pense que ça sera utile pour tout le monde. Je vais essayer de traiter des sujets intéressants, déclarer des problématiques qui pourraient du coup être contournées par de simples manipulations et vous donner quelques petites astuces en vous rendant du coup sur certains sites où vous avez peut-être pas forcément l'habitude d'aller ou alors juste des infos que vous auriez potentiellement pu louper. Sans plus tarder, on passe du coup au premier article. C'est parti. Donc on passe au premier article. Google se trompe de version de Chrome et bloque l'installation sur Windows. Donc les équipes de Google ont visiblement emmêlé leur pinceau quand ils ont déployé sur les serveurs le fichier d'installation de Chrome. En fait, ils ont ni plus ni moins que mis en place la version ARM. Du coup proposée aux PC Intel et AMD, alors que normalement elle est faite que pour les PC, les puces ARM, pour les Mac ou alors pour les Microsoft Surface qui possèdent des processeurs Snapdragon. Étant donné que ça pouvait pas fonctionner, ils ont suspendu l'installation de Chrome et ça va revenir bientôt. Je crois que c'est même déjà corrigé à l'heure où je vous parle, hein, parce que j'ai pu mettre mon Chrome à jour pour corriger une faille dont on parlera ensuite. Donc quand je vous parlais de correctif pour Chrome, on y arrive. Donc le cyberespionnage en cours sur Chrome, une faille permet de propager des virus et de piller vos données. Depuis Chrome, enfin Google ont mis en place un correctif, heureusement. Ça disait que la vulnérabilité se distinguait par des dizaines de failles que nous avons découvertes au fil des ans. L'exploit a contourné la protection du bac à sable de Chrome sans effectuer d'opérations manifestement malveillantes, comme si la couche de sécurité n'existait tout simplement pas. Le problème qu'il y a, c'est que le virus, en tout cas, a été suffisamment élaboré pour passer sous les radars et atteindre votre PC, et ça aurait pu avoir des répercussions assez graves. Heureusement pour nous, Google ont réagi assez rapidement. Un correctif est d'ailleurs d'ores et déjà possible. Il vous suffit pour cela de vous rendre sur les 3 points ici. Donc vous cliquez là, on va dans Paramètres. Ensuite, on va dans À propos de Chrome. Et là, donc moi, ma version, elle est à jour. Si j'étais pas à jour, il suffisait juste de cliquer, mettre à jour, et on redémarre Chrome et on est à jour et on n'a plus ce problème de faille. Donc maintenant, on va passer à l'article suivant. On continue avec Microsoft et Windows 24 H2 qui peut toujours pas s'installer sur certains PC, notamment les PC Dell et Asus. Alors, pas que les PC de la marque Asus, hein, tout PC comprenant une carte mère Asus. Le problème en fait est lié à du matériel présent sur le PCB de la carte mère, dont les drivers en fait propriétaires du fabricant n'ont toujours pas été corrigés. Et lorsqu'on passe sur Windows 24 H2, ça entraîne comme problème que on n'a plus de son. Donc là, je vous marque un petit, je vais vous lire un petit récap. Donc après l'installation de Windows 11 version 24 H2, certains utilisateurs ont signalé que les haut-parleurs intégrés, les haut-parleurs Bluetooth, les casques Bluetooth de leur appareil ont cessé de fonctionner. Ils ont également signalé que des applications tierces et de première partie ne reconnaissaient pas ces appareils. Pour vous éviter de rencontrer ce problème audio, nous avons appliqué une suspension de compatibilité sur les appareils contenant 10 racks audio avec creedsparrow.dll. Ces appareils ne se verront pas proposer l'installation de Windows 11 version 24 H2 via le canal Windows Update jusqu'à ce que ce problème soit résolu. Le problème qu'il y a en fait, c'est que
apparemment, donc Microsoft ne refuse pas de travailler avec l'éditeur du driver, mais actuellement, l'éditeur du driver n'a toujours pas donné signe de vie. Personnellement, moi, je suis sur une Asus ROG, j'ai pas ce problème. Je touche du bois, j'espère ne pas le rencontrer, sinon je sais pas trop comment je vais faire pour enregistrer mes vidéos. Mais honnêtement, enfin, je trouve que c'est vraiment pas sérieux, surtout quand on travaille pour des marques autant grosses que Dell et Asus. La moindre des choses, c'est de leur fournir des drivers de qualité. Et bon, un problème technique, ça peut arriver, mais au moins qu'ils aident à corriger le bug en partenariat avec Microsoft. Dites-le moi dans les commentaires si vous pensez la même chose que moi, mais honnêtement, enfin, c'est vraiment pas pro, quoi. Donc on passe à la suite, les GeForce RTX 5070 Founder Edition, disponible à 629 € par le canal LDLC. Donc j'ai vu ça dans la semaine chez Cocotland, j'espère que c'est encore d'actualité, et si c'est le cas, qu'il y a encore du stock, ne m'en voulez pas, ne me descendez pas dans les commentaires s'il y a déjà plus de stock. Malheureusement là je pourrais pas faire grand chose pour ça, mais je me suis dit que j'allais le partager parce que enfin, 629 €, honnêtement ça fait vraiment un bail que j'avais pas vu ça pour une carte autant puissante. Franchement, enfin, c'est vraiment une aubaine. Après, euh, on pense ce qu'on veut de cette génération-là parce que en performance brute, c'est pas une super évolution. Il se base plus sur de l'upscaling, mais honnêtement, on a quand même un gap de performance monumental, et à ce prix-là, pour des personnes qui ont de vieilles générations de GPU et qui veulent faire un upgrade de leur PC, allez-y, foncez, parce que je pense que ça risque soit de remonter, ou alors on risque d'avoir des pénuries vraiment très prochainement, et ça va pas être de sitôt que ça va revenir. Donc je pense qu'il vaut mieux foncer. En ces périodes du coup de sortie de nouvelles cartes graphiques, il y a beaucoup de gens qui veulent se faire de nouveaux PC. Certains n'ont pas forcément les moyens d'acheter la dernière génération, mais vu que certains qui ont les moyens d'acheter la dernière génération vont revendre les générations précédentes, les premiers vont vouloir acheter par exemple des 4090. Ben, il faut faire gaffe parce qu'il y a de fausses 4090 avec un die de 3090 poli dessus. Donc merci, c'est super. Tout simplement, bande d'enfoirés, hein, je suis désolé. Je suis désolé pour la vulgarité, mais là, c'est vraiment des enfoirés. Au prix qu'ils font payer ces cartes-là, ils arnaquent les gens. Donc, comment ils s'y prennent, c'est pas compliqué. Ils vont polir le die de manière à ce qu'on voit plus bien la référence, à moins de mettre la pâte thermique et de faire ressortir un petit peu, mais et encore. Mais en fait, c'est vraiment des enflures. Ils vont jusqu'à modifier le BIOS de la carte pour qu'elle affiche aussi 4090. Mais bon, on se rend compte en performance qu'on n'est pas du tout sur une 4090. Donc faites gaffe. Si j'ai vraiment un conseil à vous donner, comme c'est marqué aussi sur Cocotland, personnellement, moi je préfère acheter mes composants directement en boutique ou alors sur internet, mais neuf, parce que l'occasion, honnêtement, c'est pas terrible, surtout pour ce type de composants-là. Et faites même gaffe pour les CPU parce qu'il y a pas mal d'arnaques aussi depuis quelques temps. On continue du coup toujours sur Cocotland avec le XPG Levante 2 360. Donc c'est un water cooling IO disponible soit en blanc, pour lequel j'ai vraiment un penchant par rapport au noir, mais ça c'est vraiment les goûts. Donc ils ont fait un water cooling plutôt pas mal. Déjà au niveau esthétique, ça vous permettra de refroidir votre PC correctement. Il fait 27 mm d'épaisseur, 400 mm de long. Les ventilateurs peuvent aller de 800 à 2000 RPM et un débit d'air de 58 CFM pour 2,04 en pression statique. Donc c'est vraiment pas mal. Au niveau des prix, je vous laisse voir donc Amazon, Cdiscount, Materiel.net, rue du commerce, Top Achat et Rakuten. Et puis pour ce prix là, vous avez un 360 quand même
relativement correcte. Donc on continue chez Tom's Hardware où le Core Ultra 9 185 se détaille un petit peu plus avant son lancement. Donc ce processeur qui récemment fait l'objet de fuites donc possède 14 cœurs, 6 P-Core et 8 E-Core. Donc sans prise en charge de l'hyper-threading, contrairement à la version pour les PC portables. Il est conçu pour le socket 1851, mais comme il n'y a pas encore le support Intel, il n'est pas compatible encore avec les cartes mères série 800. Les tests effectués avec CPU-Z, donc comme marqué dans l'article, montrent des TDP de 65 à 135 watts. C'est pas hyper élevé, surtout pour une fréquence à 4,5 GHz. En termes de performance, du coup, il est légèrement en dessous de la version pour les PC portables, mais encore une fois, c'est normal, il n'y a pas l'hyper-threading. Et honnêtement, moi je trouve que c'est quand même pas mal niveau perf. Sans hyper-threading, il arrive à garder des performances vraiment correctes. Donc je pense que ça peut faire un petit processeur pas excessif performant et moins cher. Voilà. Parce que pas excessif, tout est relatif. On parle d'un Ultra 9, donc les séries 9, c'est pas non plus les processeurs les moins chers. Mais il sera, à mon avis, certainement moins cher que la version mobile, puisqu'il n'a pas l'hyper-threading, donc on perd quand même en performance. Donc on continue chez Tom's Hardware où il parle de Windows 12, le point donc sur ce qu'on sait déjà du futur système d'exploitation. Donc en gros l'article explique qu'il va être développé autour de l'IA pour optimiser les performances en IA. Globalement les performances du système d'exploitation devraient être quand même revues à la hausse. On va avoir aussi une optimisation pour les formats d'affichage, les nouveaux formats d'affichage, que ce soit les écrans larges, les smartphones pliables. Donc on va avoir un OS qui va être un petit peu, pas hybride, mais qui va être adaptatif. Et ils vont reprendre de nouveaux effets visuels tout en conservant certains effets visuels de Windows 11. Je me languis de voir un petit peu ce que ça va donner. Pour moi, au départ, Windows 11, c'était plus une refonte graphique de Windows 10 sans réelle amélioration. Il a fallu attendre quelques versions pour qu'on commence à voir le mieux. Après, je sais que actuellement Windows 11 fait pas forcément encore l'unanimité. Dites-moi d'ailleurs ce que vous en pensez en commentaire. Personnellement, je le trouve quand même plutôt pas mal. Une des améliorations que j'aime bien montrer, c'est celle-ci. Donc les onglets façon navigateur, par exemple sur l'explorateur de fichiers. Enfin, moi, je trouve ça génial. Ça permet d'éviter d'ouvrir plusieurs pages. Donc c'est vraiment un truc qui était manquant sur Windows 10, qu'ils ont implémenté dans le 11. Et je suis persuadé qu'ils sauront nous surprendre encore avec le 12. Donc là, on continue sur le site Clubic où on parle un petit peu de politique. L'Europe a investi 1,3 milliard de dollars dans l'IA et ça va du coup leur permettre de travailler sur la sécurité, l'évolution technologique. C'est surtout pour pas se faire devancer par la Chine et les États-Unis et viser du coup une souveraineté numérique pour éviter du coup de faire un petit peu ce qu'on a fait à l'ère de l'industrialisation et de laisser les autres faire et de nous faire complètement larguer. Donc je pense que c'est une bonne idée. Maintenant, reste à voir comment ils vont articuler tout ça, mais je pense que ça promet peut-être de bonnes choses. Il parle aussi de faire en sorte que la population soit moins larguée sur le plan de l'informatique. Ça, par contre, je pense que ça reste à voir. Et je vois pas trop comment ils veulent le mettre en place parce qu'il y a déjà aujourd'hui pas mal de plateformes de l'État qui proposent, on va dire, des modules de formation. Seulement très peu de gens en sont informés.
Je comprends pas d'ailleurs pourquoi l'État ne nous envoie pas tout simplement des prospectus dans les boîtes aux lettres. Ça serait vraiment génial. Mais c'est vrai que si on arrive à former un peu mieux les utilisateurs à l'informatique et à augmenter aussi les capacités de l'Europe sur le plan de l'IA et de l'informatique en général, pourquoi pas? Ça pourrait nous permettre de rentrer correctement dans la course parce que pour le moment, on est largué, ça il faut se l'avouer. On continue du coup sur le site d'IT Connect où je fais un clin d'œil à Fraser 1850 sur ma vidéo précédente sur l'histoire d'Intel, où ChatGPT du coup va s'améliorer en oubliant DALL-E pour la génération d'images et en se basant plutôt sur GPT-4o. Du coup, ça va donner des images plus réalistes. Ça va permettre de mieux intégrer l'écriture dans les images, comme on peut le voir par exemple ici sur cette photo. On n'a pas d'erreur comme on pouvait avoir avant avec des hiéroglyphes. Vous pouvez le voir d'ailleurs sur ma vidéo précédente, la miniature, j'avais généré ça avec ChatGPT. On a bien le logo Intel qui est super joli. Par contre, derrière, au niveau du texte, c'est vraiment pas ça. Mais après, c'était volontaire. J'ai laissé ça parce que je voulais juste le logo Intel. Les écritures en dessous, c'était pas forcément ce qui m'importait le plus. Je les ai laissés parce que je me suis dit que, enfin, c'était pas si gênant que ça. Mais je pense que la prochaine fois, si jamais je rencontre encore ce genre de choses, je le supprimerai. Et, étant donné que moi, ce qui m'importe le plus, c'est vraiment la génération de l'image, avoir quelque chose de joli. Après, des écritures, j'en veux pas spécialement, donc voilà. Mais voilà, c'était pour la petite info. Voilà, j'ai trouvé ça plutôt marrant. Par contre, il décrit donc qu'il a fait des roues triangles, un véhicule avec des roues triangulaires. Ouais, pourquoi pas. Mais voilà, toujours est-il qu'ils améliorent le rendu. Donc là, par exemple, je pense que la personne a demandé quelque chose de plutôt rétro. Et du coup, ça a plutôt pas mal marché. J'ai aussi un autre site que j'ai vu tout à l'heure où ils se sont transformés. Donc depuis des photos prises par eux, du coup maintenant GPT va être capable de retranscrire des photos qu'on va lui fournir sous divers formats. Par exemple, transforme la photo que je t'envoie de moi en personnage Simpson. Ben, il sera capable de faire ça. Donc c'est plutôt sympa et ça laisse présager des moments plutôt fun avec GPT. Du coup là on passe sur le site de Corben pour on va dire une petite astuce pour les productifs. Donc qui n'a jamais vraiment rêvé de pouvoir faire par exemple son ménage tout en dictant je sais pas son prochain son prochain article dans le journal dans lequel il travaille, ou alors de pouvoir dicter par exemple sa prochaine thèse ou je ne sais quoi d'autre. Ben, ça va être maintenant possible, ça l'était hein, déjà, mais là c'est gratuit. WhisperNote, donc c'est l'IA qui transforme vos blabla en texte gratuitement et c'est ça le plus important. C'est basé donc sur GPT. Ça se base sur l'outil Whisper. Je vous laisse regarder hein, chez OpenAI le prix de Whisper. Franchement, là, ils ont fait fort. Alors, d'après l'article, c'est une interface simplissime, mais j'ai envie de vous dire, tant que ça marche, même si c'est simplissime, et si c'est pas hyper esthétique et bling bling, on s'en fout, ça marche. Donc là, je vous montre un petit peu ce que ça a donné. Là, c'est le journaliste qui a créé l'article sur Corben qui a parlé donc au chatbot. Et donc voilà ce que ça donne. Parfois, j'ai un peu la flemme de taper sur mon petit clavier. Alors, j'aime bien prendre des notes avec mon ordinateur ou mon smartphone. Comme j'ai un abonnement de ChatGPT, je le fais en audio avec ce truc. Mais il existe d'autres moyens gratuits qui utilisent notamment l'outil Whisper que vous connaissez sûrement bien car je vous en ai déjà parlé plein de fois. L'un de ces outils, c'est whispernote.ai. Ça se présente sous la forme d'un site web hyper épuré avec une simple text box en plein milieu de la page. Il y a également un bouton micro juste en dessous et voilà.
franchement, même avec un environnement bruyant, ça fonctionne. Ben ouais, ça peut être vraiment sympa comme dictaphone. Il y a par exemple, je pense à ça, certains médecins ou chirurgiens qui se servent de dictaphone pour enregistrer et après les secrétaires médicales sont obligés d'utiliser une application pour retranscrire tout ça. Ben là, ça va lever un petit peu du boulot aux secrétaires qui sont bien souvent déjà hyper chargés et je trouve que c'est plutôt pas mal. On continue du coup toujours sur Corben, cette fois-ci avec des gobelins qui vont nous aider. Ouais, c'est bizarre parce que moi personnellement dans ma tête les gobelins c'est pas forcément très amical, mais là ceux-ci le sont. Donc en fait c'est des IA, c'est une application boostée à l'IA. C'est une to-do list comme le nom l'indique magique. Donc elle va vous permettre de mettre tout ce que vous avez à faire et l'appli va se charger de les classer par priorité, par facilité. Si vous stressez en fait sur une tâche à réaliser, par exemple, je sais pas, écrire un article sur goblin.tool et la personne dit qu'elle panique, elle met le niveau de spicy. Donc là, par exemple, elle l'a mis à 3. Et au plus c'est spicy, au plus l'application va diviser la tâche à faire en plein de sous-tâches de manière à y aller vraiment step by step et de montrer à la personne, ben tu vois, tu as peur de faire telle chose parce que tu sais pas comment attaquer, ça va te faire procrastiner, ben moi je vais t'éviter de procrastiner en divisant tout ça en sous-tâches que tu arriveras à faire et c'est vraiment pas mal. Ce que j'ai trouvé sympa en fait, c'est qu'à la base l'application était créée pour les personnes neurodivergentes, mais que vu que ce ne sont pas les seules personnes à procrastiner, ben maintenant c'est accessible à tout le monde. Je vous invite à jeter un coup d'œil, à tester. J'ai malheureusement pas pu triturer cette application pour le moment, mais je compte vraiment l'utiliser même dans mon boulot parce que je trouvais ça super quoi. L'idée est super géniale. Félicitations à ceux qui ont inventé ça. C'est vraiment super. Et dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Mais je pense qu'on a tous procrastiné au moins une fois dans notre vie. Et si on avait peut-être eu un outil comme ça, ben, on l'aurait peut-être pas fait et on aurait gagné du temps. Du coup, on continue chez Cocotland cette fois-ci pour parler jeux vidéo. Vampire the Masquerade Bloodline 2 sortira en 2025. Il a mis un moment à sortir depuis la sortie du premier, mais voilà un petit peu ce que ça donne. Je vous laisse voir les images. Moi, je vais augmenter la résolution. Hop, voilà. Donc le jeu a l'air vraiment pas mal. C'est toujours un petit peu le même gameplay. On aura donc une vue à la première personne. Ils ont amélioré donc les graphismes par rapport au premier. Et puis l'histoire va reprendre un petit peu donc le même monde ténébreux. Donc toutes les personnes qui ont aimé le premier seront séduites par celui-ci aussi. Mais l'histoire donc change. Cette fois-ci, du coup, il va falloir incarner donc une ancienne vampire qui habite à Seattle et il va falloir éviter la guerre entre les clans. Et pour ce faire, ben forcément, comme dans le premier, il va falloir user de stratagèmes afin de manipuler les divers protagonistes du jeu euh, pour qu'ils fassent ou ne fassent pas ce que l'on veut. On continue sur le site hightech.fr où j'ai découvert cet article qui m'a beaucoup fait rire. Comme ils disent dans l'article, en général, quand on rencontre un bug, ben, on s'en débarrasse volontiers. Et là, pour le coup, ben, c'est le contraire. En fait, il y a des joueurs qui ont tout simplement rencontré un bug pendant le jeu qui, après avoir pris donc des photos, se retrouvent avec l'effet sépia enclenché et ça leur permet ben, d'avoir le jeu ben, avec un superbe effet. Mais en fait, ouais, on voit vraiment les effets sépia comme sur une photo, une vieille photo. Et ça dure tant qu'on on quitte pas le jeu, quoi. Tant qu'on redémarre pas le jeu. Je vais voir si j'arrive pas à le trouver. Effet sépia
gameplay Assassin's Creed. Ouais, voilà, on se retrouve avec cet effet là. Donc je vous laisse voir un petit peu, mais c'est énorme en fait. Ça donne vraiment un superbe effet. Le seul problème, voilà, comme je vous dis, c'est qu'on peut plus revenir en arrière et on est obligé de redémarrer le jeu pour quitter cette vue. Mais pourquoi pas, ça peut être vraiment, vraiment sympa. Et en plus de ça, ben, du coup, il y en a plein qui demandent si Ubisoft peuvent pas patcher le jeu pour faire en sorte que ça devienne vraiment une option dans le jeu et non plus un bug. Donc là, on rebascule du coup chez Tom's Hardware pour parler de choses un peu plus fâcheuses. Des CPU qui brûlent, donc les AMD 9800X 3D qui brûlent. ASRock se sont penchés sur le sujet et a priori, donc ce qu'ils ont fait, ils ont récupéré des cartes mères endommagées à des utilisateurs. Et ils se sont rendus compte qu'il fallait nettoyer les sockets. A priori, il y avait des corps étrangers qui auraient pu faire contact et entraîner donc les points de chauffe sur les processeurs et cramer la carte mère et le processeur. Dites-le moi en commentaire, soit je suis trop parano ou quoi, mais moi je trouve, enfin, je suis un petit peu sceptique quant à ça. Ça me semble un peu trop simpliste comme solution, d'autant plus qu'il n'y a pas que eux, hein. MSI, Gigabyte ont eu le souci aussi avec le 9800X 3D. Comme ils disent justement, ils le disent vraiment hein, dans l'article, il serait peut-être temps qu'AMD intervienne aussi, parce que c'est quand même bizarre. Enfin, je vous laisse voir la photo, on peut pas, mais je vais zoomer. Hop, voilà. On a vraiment des points de chauffe. Vous m'excuserez, mais ça c'est pas des saletés, ça. Hein. Ça, c'est vraiment de la chauffe. Donc, à un moment donné, faut pas prendre les gens pour une douille, quoi. Hein. À un moment donné, là, voilà. Et ici, quand on regarde les pins sur le socket, ici, on a bien des pins. Là, il n'y a plus de pins. C'est complètement fondu. Donc, je vois pas où il parle de corps étranger. Là, c'est plus un corps étranger. Là, c'est un pin liquéfié. Je vois pas trop. Before cleaning, after cleaning. Ouais, enfin pour moi ils ont juste remplacé le socket. Hein. Non. Là franchement j'y crois pas. Soit ils ont remplacé le socket ou alors c'est pas la même carte mère, mais je sais pas ce qu'ils essayent de faire croire aux gens. Mais je sais pas, c'est de la prise. Ils nous prennent vraiment pour des abrutis quoi. Dites-le moi hein, si je me trompe ou si je suis trop parano, mais on voit quand même clairement sur la photo que c'est fondu. Là, bon, il y a peut-être une légère trace de chauffe, mais regardez, il y a pas que moi qui vois ça. Là, on est en diagonale sur la trace, ok? Admettons qu'ils arrivent à nettoyer et qu'en fait, ce qu'on pense être des pins fondus, c'est ni plus ni moins que de la saleté ou autre. On garde quand même une trace de chauffe, même après le nettoyage. D'ailleurs, on le voit ici. Là, la trace, elle est verticale. Et en plus, on est quasiment au milieu. On se situe plus ici et on serait comme ça en diagonale. Alors que là, on est à la verticale et ici, il n'y a plus rien du tout. Donc, bref, sans commentaire. Je sais pas. Dites-moi ce que vous en pensez honnêtement, mais personnellement ça donne pas forcément envie d'acheter ces processeurs-là. J'irai pas chez ASRock, d'autant plus que comme je l'ai dit à l'époque de ma vidéo sur les cartes mères, j'ai rencontré quelques soucis avec des cartes mères ASRock. Ça reste du bon matériel, il n'y a pas de souci, mais le souci que j'ai rencontré avec ces cartes mères-là, c'était des BIOS briqués au démarrage. Donc c'est pas terrible non plus. Bon allez, on passe à la news suivante, on va pas plus s'éterniser sur les sujets qui fâchent. On continue du coup sur un sujet qui fâche mais moins, puisque du coup on va finir par y arriver. Les RTX 5060 et 5060 Ti qui vont sortir bientôt, donc en avril. Donc j'espère que cette fois-ci c'est la bonne. Je me languis de voir un petit peu les tests. Après c'est les 60,
mais on va dire que ça va être une bonne gamme, je pense, pour pas mal de personnes, étant donné les prix. Après, on a vu, hein, les 50-70, elles sont à 629 euros, si je dis pas de bêtises. Ouais, 629 euros. Bon, ça fait un budget, mais on est quand même un petit peu moins cher que passé un moment. Mais normalement, la 5060 et 5060 Ti devraient être quand même moins chères, donc on verra bien. Donc là, c'est parti. Donc chez Cocotland, on va passer au prix des cartes graphiques. Donc j'ai pris quelques notes parce que sinon c'était un petit peu long à trouver comme ça dans l'article. La RTX 30, 5080, 2064 euros. Quand je parlais de prix tout à l'heure, voilà. La 5090 introuvable pour le moment. Les fluctuations des prix, donc pour les autres modèles, la 4060 elle a augmenté de 6 euros. La 4070 elle a augmenté, elle a baissé pardon, de 4 euros. La 4070 Super elle diminue de 14 euros. La 4070 Ti c'est une hausse de 24 euros. La 4070 Ti Super, elle baisse de 5 euros. La 4080 Super, elle augmente de 108 euros. La 4090, elle augmente de 25 euros. Du côté de chez AMD, la 7800 XT, c'est 40 euros de plus. La 7900 XT, elle baisse de 59 euros. La 7900 XTX, elle augmente légèrement de 13 euros. Et du côté d'Intel, la A750 en augmente de 12 euros et la B580 en baisse de 40 euros. Donc ça reflète bien la dynamique actuelle du marché. Les cartes du coup ont des tarifs qui fluctuent énormément actuellement. Heureusement, il y a pas mal de baisses sur pas mal de modèles, mais c'est quand même pas encore ça, on va dire. On reste sur des prix qui sont relativement élevés. J'espère qu'on finira par retrouver une normalité parce que c'est vraiment un truc, un truc de fou quoi. On continue du coup avec une news de chez Corben. Anthropic, donc les créateurs de l'IA Claude, ont décortiqué le cerveau de leur IA grâce à un outil, le Cross-Layer Transcoder, qui leur permet un petit peu de faire comme un IRM avec un cerveau humain. Ils se sont rendus compte en fait que en posant telle ou telle question, l'IA réagissait de telle ou telle manière en fonction des zones, on va dire, de son cerveau. Et c'est surtout qu'il faisait de drôles d'associations pour arriver à nous donner les résultats. Par exemple, quand on écrit complètement "He saw a carrot and had to grab it", Claude active d'abord du coup le concept de rabbit et non pas grab it. Donc c'est vraiment bizarre. Déjà, c'est parce que grab it, rabbit, ça se ressemble. Mais en plus de ça, c'est marrant parce que la thématique, elle est cohérente. Ensuite, il construit la phrase His hunger was like a starving rabbit. Et quand les chercheurs ont supprimé artificiellement le concept de rabbit du cerveau de Claude, il a automatiquement du coup pris position sur un autre mot qui rime, c'est habit. Donc ouais, c'est plutôt marrant. Ils se sont rendus compte aussi qu'en fait son langage, il était universel dans le sens où sa langue, comme ils disent, paraît être neutre. Ça veut dire qu'en fait, peu importe la langue dans laquelle on va lui parler, il sera capable de réagir, mais non pas par traduction, mais par réponse directe. Donc vous avez un schéma qui vous l'explique bien ici. On le dit en anglais, hop, il va répondre. On le dit en japonais ou en chinois, il répond aussi. Et pareil en français. C'est vraiment un truc de fou. Pareil pour les calculs. Si on lui demande 2 plus 2, ou là 22 moins 38 ou quoi, en fait, il va passer par des équations, des calculs parallèles complètement, on va dire, illogiques, en tout cas pour nous, mais lui arrive à vous trouver le résultat. Mais quand on lui demande comment il a trouvé le résultat, il nous sortira une explication tout à fait logique, en tout cas pour un humain. Il va jamais nous expliquer sa vraie logique. Et c'est là où c'est fort.
Mais par contre, ce qui est bien, c'est que voilà, cette analyse du cerveau de Claude aura permis, je pense, des grands pas pour l'IA. Ça va peut-être permettre aussi aux entreprises qui créent ces IA, peut-être de pallier à certains biais qu'elles peuvent avoir et qu'elles pourraient avoir, et éviter peut-être d'éventuels futurs problèmes. Donc là, on passe du coup à la dernière news sur IT Connect. Donc il y a une faille Zero Day dans Windows qui expose vos identifiants via les fichiers SCF et NTLM. Grosso modo, en gros, une personne mal intentionnée pourrait utiliser cette faille pour récupérer vos identifiants et ça pourrait avoir d'énormes répercussions, hein. Je vous fais pas de dessin. Actuellement, il y a du coup Across Security qui propose un correctif via leur service Zero Patch. C'est eux qui ont trouvé la faille. Mais par contre, le patch de Across Security restera gratuit en attendant que Microsoft corrige le problème de leur côté. Voilà, donc on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. J'ai essayé de faire au mieux. Donc j'avais déjà fait des tech news auparavant, mais elles étaient à mon sens beaucoup trop, on va dire, beaucoup trop peu qualitative. J'ai essayé de faire mieux, j'ai essayé d'être le plus naturel possible, j'ai essayé d'y mettre du mien, de donner mon avis. Je vous invite aussi à donner vos avis, à mettre des commentaires. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me lâcher un pouce bleu, à cliquer sur la cloche pour pouvoir recevoir les notifications pour les prochaines vidéos. En attendant, je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée en fonction du moment auquel vous regardez la vidéo. Je vous dis à la semaine prochaine. Portez-vous bien.